Merci Serge. Madame la vice-présidente, mesdames et messieurs, donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, cette première session est en quelque sorte la toile de fond, hein, c'est donc le rapport à 1,5 degré, donc, qui est original lui aussi, en ce sens que ce rapport spécial a finalement conjugué le travail des 3 groupes du GIEC, 3 groupes de travail, donc ils sont à la fois climat, les bases scientifiques, aussi le groupe 2, donc, qui lui traite des impacts, vulnérabilité, adaptation, et puis le groupe 3 qui est plus sur les aspects économiques, atténuation. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 2 intervenants, donc ils vont traiter ces 3 aspects. Alors le premier intervenant qui est Roland Seferian, auquel je demande de bien vouloir venir approcher. Donc Roland travaille au Centre national de recherche météorologique de Météo France. Donc Roland a été un des auteurs de ce rapport, donc sur la partie plutôt climat, cycle du carbone, budget, hein, il va vous expliquer tout ça. Et ensuite, nous aurons Quentin Perrier, que je présenterai avant le deuxième exposé. Voilà. Donc, vu qu'il y a eu beaucoup de remerciements institutionnels, je vais remercier l'audience d'être présente aussi nombreuse aussitôt le matin. Donc, je vous avoue que je n'arrive pas aussitôt d'habitude au laboratoire. Je suis plutôt en horaire décalé pour m'adapter au transport. Voilà. Donc, après ces réjouissances, ok. Alors, on va essayer de vous présenter les grands points, les grandes conclusions du rapport pour lesquels j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler. Donc, on va faire un point sur justement le rapport spécial du GIEC sur 1,5 degré de réchauffement planétaire qui a été publié qui a été rendu public le 8 octobre 2018, donc il y a presque un an. Donc, est-ce que c'est une rupture par rapport au précédent rapport du GIEC ou pas? Donc, pour ça, je vais essayer de fournir quelques éléments sur déjà qu'est-ce que c'est le GIEC. Alors je pense que certains d'entre vous le savent, mais c'est toujours quand même intéressant d'avoir ce point de vue-là. Donc le GIEC est une institution indépendante. On pourrait penser que c'est une institution onusienne, mais en fait ça ne l'est pas. Elle est rattachée à des institutions onusiennes, mais c'est une institution indépendante qui dépend de l'Organisation météorologique mondiale et de l'Organisation des Nations Unies sur la protection de l'environnement. Et le GIEC est composé, alors il y a tellement de boutons que, je sais pas, voilà, ok, par une association, enfin un groupe plénière qui est constitué de toutes les nations, tous les représentants des Nations Unies, et également d'un bureau dans lequel Jean était un des contributeurs. Ensuite, en dessous de ce bureau exécutif se retrouvent les grands groupes de recherche qui représentent les communautés qui vont alimenter les rapports. Donc on retrouve le groupe 1, donc Marc a parlé du 6e rapport pour lequel Météo France contribue, mais Météo France contribue uniquement pour la partie base physique et chimique du changement climatique, et on a d'autres communautés en France qui travaillent sur la question des impacts, donc on parle du groupe 2, donc des impacts et des besoins d'adaptation et de vulnérabilité face au changement climatique, et on a un groupe, qui est le groupe 3, qui travaille sur les questions d'atténuation du changement climatique et de tout ce qui est mécanismes macroéconomiques et socio-économiques en lien avec la lutte contre le changement climatique. Et ensuite, il y a des équipes spéciales pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre qui aident les États à constituer leur cadastre d'émissions pour les conférences des parties, dont je vais parler par la suite. Et donc, en gros, ces groupes sont composés de très peu de personnes. Donc, il y a des présidents comme Valérie en ce moment, où on a Jim Ski qui est au Royaume-Uni, qui travaille vraiment de manière très proche avec les collègues du CIRED à Paris. Donc après, vous pouvez vous demander, voilà, est-ce que toutes ces personnes-là sont payées par le GIEC? Parce que ça fait beaucoup de personnes. Et en fait, non. Les contributions des Français en termes d'impôts se retrouvent uniquement dans cette petite partie, la partie TSU, qui sont uniquement les seules personnes payées par le GIEC. Donc c'est des toutes petites équipes de 2 à 3 personnes qui aident les auteurs à contribuer et qui aident également les organisations
à organiser les conférences et le meeting des auteurs dont je vais vous parler par la suite. Donc c'est vraiment très très peu de personnes qui font un travail colossal. Et en dessous de tout ça, on a les auteurs, les contributeurs et les relecteurs qui sont financés par les institutions de recherche de chaque pays. Ça veut dire que lorsque Météo France met à disposition Samuel Morin, Hervé Douville ou moi-même pour contribuer à l'élaboration de ces rapports du GIEC, c'est la force ou les financements de Météo France qui servent à l'élaboration de ces rapports. Donc c'est vraiment un engagement fort des institutions de recherche à développer ces rapports. Voilà. Ensuite, maintenant sur le calendrier, donc là je vous présente une frise en partant de octobre 2018 jusqu'à 2023. C'est juste pour vous dire que vous allez entendre parler de changement climatique dans les années à venir. Donc on est dans la 6e phase d'écriture des rapports du GIEC. Donc je dis bien des rapports du GIEC parce qu'il y en a plusieurs. Il y a 3 rapports spéciaux, donc le rapport sur 1,5 degré dont on va parler aujourd'hui, le rapport spécial sur Océan et Cryosphère qui a été publié il y a quelques jours, le rapport spécial sur l'utilisation des terres face au changement climatique et la désertification. Donc c'est un rapport qui a été rendu public au mois d'août. Ensuite, il y a un rapport méthodologique sur les inventaires de gaz à effet de serre. Les États en auront besoin pour réviser leurs engagements de l'accord de Paris. Et ensuite, arrivent les rapports complets. Donc c'est des rapports qui font plusieurs centaines de pages, qu'on frôle les 1000 pages, on frôle la limite du niveau d'édition qu'on est capable de faire en format imprimé. Donc il y a le rapport du groupe 1, le rapport du groupe 2 sur les impacts, le rapport du groupe 3 sur l'atténuation, et ensuite il y a un rapport de synthèse. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on fait de rapport de synthèse après tous ces rapports? Pour la très simple et bonne raison qu'en gros, chaque groupe, indépendamment, ici, va faire son travail d'évaluation et va traiter la question du changement climatique dans sa propre communauté. C'est-à-dire qu'on va traiter les bases physiques du changement climatique, les impacts du changement climatique et les rapports entre l'économie mondiale et les limites d'atténuation. Donc ça veut dire qu'on traite le changement climatique uniquement par un aspect, alors que le problème du changement climatique est un problème global. C'est pour ça qu'on a besoin de faire un rapport de synthèse qui va englober les différentes connaissances et donner la subscientifique moelle aux décideurs pour attaquer la question du changement climatique. Et c'est l'avantage, en fait, c'est vraiment la force de ce rapport spécial. C'est pour ça qu'un an après, on en entend encore beaucoup parler. C'est que c'est le premier rapport du GIEC, depuis toute l'histoire du GIEC. Depuis toute l'histoire du GIEC, donc créé en 1988, c'est la première fois où, en gros, un rapport a été élaboré en intégrant les connaissances des 3 groupes de travail d'un coup. Ça veut dire qu'on a traité le problème du changement climatique d'un point de vue holistique. On a embrassé toutes les facettes du changement climatique. C'est pour ça que c'est vraiment, ce rapport est très très spécial. Donc là, sur cette frise, donc bien évidemment, la création du GIEC, la création de la Convention cadre sur les questions de changement climatique des Nations Unies. Et on peut se dire, voilà, l'origine de ce rapport, d'où ça vient? Voilà, pourquoi 2 degrés, pourquoi 1,5 degré, etc. En fait, c'est un rapport qui a une origine très très profonde dans l'histoire des négociations climatiques. En fait, on voit déjà apparaître la question de 2 degrés au moment du protocole de Kyoto. Donc on voyait aussi le 2 degrés apparaître dans les rapports du Club de Rome. Donc ça date d'il y a vraiment longtemps. Si vous n'avez pas entendu parler du 2 degrés et que vous avez mon âge, c'est sans doute que vos enseignants n'en ont pas parlé et avaient des problèmes sur la conception de changement climatique. C'est clairement, j'en ai entendu parler au lycée. J'étais quelque part par là. Donc voilà. Donc 2 degrés. En protocole de Kyoto, et ensuite, les États se sont mis d'accord pour dire « Ok, 2 degrés, c'est peut-être un seuil dangereux », et on arrive à l'accord de Copenhague. Et donc, on peut se dire, voilà, pourquoi il a fallu tant de temps pour se mettre d'accord sur 2 degrés et sur la manière dont on va faire face au problème du changement climatique. C'est juste la manière dont les conventions internationales, les conventions, les COP, les fameuses COP, qui ont lieu chaque année, ont essayé de mettre en place des accords contraignants, donc c'est ce que je mets ici par des approches contraignantes, c'est-à-dire que de manière générale, tous les États ont essayé de se mettre d'accord sur une manière de limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est là où on a vu apparaître les permis à polluer, les quotas carbone, etc., etc. Ça n'a jamais marché dans la mesure où cette approche contraignante se retrouvait bloquée face à des intérêts nationaux. Par exemple, pourquoi des pays occidentaux qui sont développés voudraient mettre des quotas sur des pays qui sont en voie de développement et qui ont besoin de se développer et pour lesquels, aujourd'hui, la quasi-totalité des énergies qui sont nécessaires à la croissance sont des énergies fossiles. Et donc, retournement de situation avec l'accord de Paris, on est passé d'accords contraignants à une approche participative. Donc là, en gros, chaque État, avec ses scientifiques, avec ses négociateurs,
ont fourni des engagements à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Voilà un exemple de type d'engagement que les États ont publié. Donc si vous tapez sur Google NDC ou contribution nationale à limiter les émissions de gaz à effet de serre, vous pouvez tomber sur le site qui est piloté par l'UNFCCC ou la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, où en gros toutes ces contributions nationales sont publiques. Et donc on voit vraiment qu'il y a réellement un bestiaire de contributions. Donc là, par exemple, je vous ai représenté la contribution de l'Europe des 28, des États-Unis et de la Chine. Donc en gros, si on contraste entre l'Europe des 28, donc limiter de 40% les émissions domestiques de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 90. Ok, c'est ce que l'Europe s'est déclarée à faire. Je résume vraiment parce que c'est des rapports de plusieurs dizaines de pages. Et par exemple pour la Chine, beaucoup moins clair, c'est en gros ils envisagent un pic en 2030, donc ils continuent leur croissance jusqu'en 2030, et ensuite ils envisagent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en changeant leur intensité carbone, donc le taux d'émission par unité de PIB produit, de quasiment 65% en 2025. Voilà. Et en même temps, ils visent à accroître leur stock de couverts forestiers de plusieurs millions de mètres cubes par rapport au niveau de 2005. Donc on voit très bien qu'on a un État ou un groupe d'États qui s'engage à faire quelque chose, un autre groupe qui s'engage à faire autre chose. Comment on fait pour comptabiliser tout ça? Bonne chance. Donc quelques organisations non gouvernementales associées à des laboratoires ont essayé de faire le travail. Et donc là, je vous présente deux exemples qui ont pas mal fait ou décrit à la chronique. On a le compteur du Climate Action Tracker, qui associe le laboratoire du PIC en Allemagne avec quelques organisations non gouvernementales, et le Climate Interactive, qui est un compteur associant le MIT avec d'autres associations gouvernementales. Et ce qu'il nous raconte, donc ce qu'il faut voir, c'est qu'en gros, on a les politiques courantes, c'est-à-dire qu'on atténue déjà aujourd'hui, même si on a l'impression qu'on fait rien, mais les États atténuent déjà leurs émissions de gaz à effet de serre. Et on a, dans un cas, 5 minutes, ok, merci David. On a un compteur qui nous dit qu'en 2100, on arrivera à 3,6 degrés, tandis qu'on a un autre compteur, business as usual, qui table sur 4,5 degrés. Si on tenait compte des pledges, donc des engagements des États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, on se retrouverait à 2,7 degrés. Pour l'autre compteur, on se retrouverait à 3,5 degrés. Bon. Qu'est-ce que les États ou les parties prenantes font de tout ça? Ils se disent on ne peut pas réellement savoir. Donc la question revient sur la table des scientifiques, comment on fait ça? Et c'est là qu'arrive la demande des États par rapport à tout ce flou et toutes ces questions sur le rapport spécial sur 1,5 degré de réchauffement planétaire. Donc le but, c'est de fournir une évaluation scientifique et objective de cet accord, de l'accord de Paris, qui a été signé par les différentes Nations Unies. Voilà. Et donc ce rapport, en fait, il s'inscrit à la fois dans un contexte scientifique, mais également parce qu'il inclut d'autres communautés, les impacts et les questions d'atténuation. Il y a eu une volonté, en fait, du GIEC d'inscrire cette lutte contre le changement climatique dans un contexte de renforcement de la réponse face à la menace du changement climatique, développement durable et aussi des efforts pour éradiquer la pauvreté. Et donc, aujourd'hui, encore, on a du mal à faire passer ce message qu'en gros, il y a une convergence des luttes entre limiter le réchauffement climatique et éradiquer la pauvreté. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai entendu beaucoup de mots sur la lutte contre le changement climatique, mais on a très peu parlé des questions de pauvreté. Donc voilà, quelques chiffres clés. Donc ce rapport, c'est 91 auteurs de 40 pays, donc qui réunit, comme je vous l'ai dit, 3 groupes de travail, avec des contributeurs. Donc c'est les auteurs qui disent, voilà, on manque de telle expertise, donc il y a un appel à la communauté pour combler l'expertise. On a résumé 6000 publications, donc c'est un travail qui était conséquent. Ça a suscité énormément d'attention parmi les relecteurs. Donc on a eu quasiment autant de relecteurs que le 5e rapport du GIEC. Donc ça veut, pour donner un ordre de grandeur, 5e rapport du GIEC du groupe 1, quasiment 1000 pages. Ce rapport, 300 pages. Autant de relecteurs. Et le rapport du GIEC, au complet, sur ces 1000 pages, avait reçu 52 000 commentaires. On en a reçu 42 000 sur 300 pages. C'est vous dire, en fait, le niveau d'implication de la communauté scientifique et des décideurs, parce qu'on a reçu énormément de commentaires des décideurs sur le rapport en lui-même. Donc ça a cristallisé vraiment la communauté scientifique et la communauté des parties prenantes et des décideurs.
Voilà. Donc, je vais aller vite sur ces points-là, parce qu'on en a déjà parlé, Marc a dit quelques messages, Jean en a dit également. Donc, en gros, on sait aujourd'hui que les émissions de gaz à effet de serre qui sont représentées ici pour les 3 principaux émetteurs, on a le CO2, le méthane et le N2O qui sont associés à nos activités humaines, n'ont pas cessé de croître depuis les années 70 à aujourd'hui. Et on voit qu'il y a eu des chocs, des abattements de ces émissions aujourd'hui qui sont complètement liés, et on le sait, aux crises économiques. Et donc c'est représenté avec les trajectoires représentées ici, avec la première crise du pétrole, la crise des loyers aux États-Unis, l'effondrement de l'URSS qui a été extrêmement important sur certains gaz à effet de serre comme le méthane et le N2O qui sont liés à l'agriculture. On a la crise asiatique et on a la crise de 2008 aujourd'hui qui a eu un impact aussi sur d'autres secteurs que juste le secteur énergétique. Donc ça a impacté l'agriculture avec les émissions de méthane et de N2O. Et donc on sait, je suis désolé, j'avais cette vidéo, mais elle marche. On sait qu'aujourd'hui, à cause de ces émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par nos activités, que ce soit la combustion d'énergie fossile pour alimenter notre croissance, PIB, à cause de l'intensité carbone, et donc la hausse de la concentration du CO2 dans l'atmosphère, on a un réchauffement global qui s'inscrit d'année en année dans tous les pays. On pouvait voir au début de la vidéo qu'on était dans le bleu, donc c'était des couleurs froides dans lesquelles on se situait dans un réchauffement modéré. Et en 2016, on se situe dans une palette rouge, voire ocre. Ça veut dire qu'on a atteint un niveau de réchauffement qui est très, très important. Et en fait, lorsqu'on fait la moyenne de toutes ces informations, on sait, on revient sur ce que Marc et Jean ont dit, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, on a un niveau de réchauffement global en moyenne sur les surfaces, c'est-à-dire sur l'océan et sur les continents, d'environ 1 degré. Et que si on continue à émettre au taux auquel on émet aujourd'hui, on franchirait la barre de 1,5 degré par rapport au pré-industriel entre 2030 et 2050. Par contre, compte tenu des connaissances scientifiques et de l'inertie des systèmes, si on venait à arrêter nos émissions aujourd'hui, les émissions passées ne nous conduiraient pas inéluctablement, ça veut dire qu'il y a une probabilité derrière, à dépasser ce seuil de 1,5 degré. Voilà. Pour définir la faisabilité, je vais aller vite, si David me laisse le temps. Donc il y a plusieurs critères de faisabilité. C'est comme ça qu'on l'a défini, en tout cas, qu'on a défini cette matrice de faisabilité de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré dans le rapport spécial du GIEC. Donc on a des faisabilités environnementales, technologiques, économiques, sociales et culturelles, ou l'acceptabilité, faisabilité institutionnelle, je pense qu'on va pouvoir en parler aujourd'hui, et faisabilité géophysique. Pour ma part, j'ai contribué à ces 3 volets et je vais vous parler uniquement de la partie géophysique qui va permettre d'ouvrir la scène à Quentin. Donc, les connaissances du climat et les connaissances de la chimie du système climatique nous permettent de mettre en évidence une propriété émergente du système. Donc, c'est une sorte de loi physique qui permet de relier la hausse du réchauffement global avec le cumul des émissions de CO2 depuis l'ère pré-industrielle. Donc là, la référence est prise 1876 parce que c'est à partir de ce moment-là où les États ont commencé à collecter leurs informations d'émissions liées à la combustion d'énergie fossile. Et pour la température, on prend la référence 1850-1900 qui est la période pré-industrielle communément acceptée aujourd'hui par le dialogue de Talaloa associé à la Convention cadre des Nations Unies. Donc on voit que cette relation, c'est une relation quasiment linéaire entre la quantité de carbone qu'on émet dans l'atmosphère et le réchauffement global. En fait, cette loi physique, ça nous permet de définir la frontière ultime, la contrainte ultime à avoir pour ne pas dépasser un niveau de réchauffement donné. Donc là, par exemple, 1,5 degré, mais on aurait pu très bien prendre 2 degrés en exemple. Donc en gros, c'est la frontière à partir de laquelle on se placerait dans une zone d'interférence dangereuse entre l'humanité et le climat. Donc là, on se retrouve avec le budget, on appelle ça le budget carbone, la quantité totale d'émissions qu'on peut émettre compte tenu de cette relation géophysique entre la température et les émissions cumulées, pour 1,5 degré. Donc maintenant qu'on connaît le budget, c'est la quantité qu'on a consommée aujourd'hui. Donc les émissions cumulées jusqu'à aujourd'hui, elles se situent à peu près à 2200 gigatonnes de carbone émises dans l'atmosphère. Donc on voit que sur le budget total pour limiter le réchauffement climatique en deçà de 1,5 degré, on a consommé une grande partie. Et en faisant la différence entre ce que la science nous donne comme contrainte géophysique inviolable
pour limiter le réchauffement climatique en deçà d'1,5 degré et ce qu'on a consommé aujourd'hui, on a le budget restant pour limiter le réchauffement climatique avec une chance sur 2, ça veut dire que c'est quand même une chance, une probabilité qui est relativement basse, on se retrouve avec une limite de 580 milliards de tonnes de CO2 comme marge de manœuvre. Et donc c'est ce qu'on a dit précédemment, c'est qu'en gros, cette marge de manœuvre correspond à 10 ans d'émissions au taux actuel. Voilà, et donc j'ai fini.